C'est le moment du flashback, yes, c'est le moment du flashback. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Mais qu'est-ce qu'il a encore, le lance-flamme? Je pense qu'il boude parce qu'il croyait qu'on allait parler des vrais dragons. Quoi? Non mais il a un sacré toupet pour un gag de fin. Tu vas voir, je vais lui rappeler qui commande dans cet atelier. Le flashback est fini, on revient au présent. Non mais tu te rends compte du sujet que tu proposes? J'ai déjà les symboles élémentaires et les trios à traiter. Je sais que j'avais envie de faire une pause, mais je veux la faire selon mes propres termes, pas selon ceux du lézard pyromane qui me sert de gag de fin. Conscience que tes caprices m'ont complètement décalé le planning. Bon, d'accord, mais si les viewers font une syncope, je redirigerai leur malédiction sur toi. Et à ton prochain caprice, je te jure de revendre ta collecte de dés au premier gobelin qui passe. Est-ce que tu viens de claquer la porte d'une caverne entière? Et un papillon arc-en-ciel qui vole avec des ailes creuses et parle sans bouche. Arrête de chercher la logique. Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Il est temps de conclure cette saison 4 avec une licence de poupée que ses fans regrettent ardemment. Ever After High, abrégé en EAH, est à la base une quadrilogie littéraire de fantasy jeunesse écrite par Shannon L. et publiée entre 2013 et 2015 par Little Brown & Company aux USA et par Hachette Jeunesse en France. Il est également connu pour avoir écrit la quadrilogie Princess Academy et le 4e tome de la saga Animal Tattoo. En 2013, Mattel achète les droits des romans pour en faire une ligne de poupées dans le même genre que les Monster High. Dans les deux cas, on suit les aventures des descendants de personnages iconiques et libres de droit de la pop culture, rassemblés dans un lycée américain typique, mais thématisé autour des monstres, cryptides et contes. Les poupées Ever After High seront déclinées en 30 variations diverses, dont certaines exclusives à un personnage ou aux animaux des 10 personnages. Et pour booster les ventes, Mattel produira une web-série d'animation de 68 épisodes répartis sur 4 saisons, dont un prologue de 4 épisodes. Le tout diffusé pour la première fois sur la chaîne YouTube dédiée entre le 30 mai 2013 et le 7 octobre 2016. Oui, j'ai aussi lu que l'inverse se serait produit. Les poupées auraient été produites en premier, puis les livres pour le marketing en parallèle de la série. Si quelqu'un ou quelqu'une connaît le fin mot de l'histoire, qu'il n'hésite pas à se manifester dans les commentaires. La franchise et ses poupées seront décommandées puis retirées du commerce en 2018. Et là, je vous imagine demander, est-ce que ça veut dire que Disney a plagié Mattel pour leur licence descendante? Eh bien, techniquement, Disney avait une longueur d'avance avec leur suite qui s'attarde sur les enfants de leurs protagonistes. De plus, Yel n'existe que dans l'univers disneyen. Ce sont les enfants d'Ariel, Jafar, Maléfique et tout le tintouin. Pas de la petite sirène, Aladdin ou la Belle au bois dormant comme le fait Ever After. Et pour citer Ritech, un concept, ça n'appartient à personne. Donc merci de contenir vos blagues à 2 balles pendant que je résume la série. Il était une fois, dans Monde de contes de fées vaguement modernisé numéro 24601, une école appelée Ever After High Il l'a dit. accueillait les enfants des personnages de contes célèbres. Gentilleux, méchanteux ou secondaires, humains, humaines ou non, tous ont leur place à Ever After High. Surtout qu'elles sont destinées à reproduire les aventures de leurs parents quand elles seront adultes, puis leurs enfants après eux, et ainsi de suite. Du moins, ça c'est jusqu'à ce que Raven Queen, fille de la méchante reine de Blanche-Neige, ne refuse de suivre les traces de sa mère et réclame de pouvoir créer son propre destin. Alors c'est tout à son honneur de faire valoir son droit à l'autodétermination, mais je connais aussi mes classiques pour dire qu'en général, lutter contre son destin est la meilleure manière de le précipiter. Avant qu'elle n'ait son ironie tragique, Raven lance une sorte de révolution parmi les autres élèves qui veulent également avoir leur fin heureuse libre des contraintes de leurs histoires respectives. Et il n'y a pas que les enfants d'antagonistes dans le tas. Aux grandes dames des figures d'autorité, particulièrement du principal Milton Grimm, qui estime que si on ne suit pas l'histoire, alors c'est tout leur monde qui risque d'être détruit. C'est donc le début d'une année scolaire assez compliquée, au cours de laquelle s'affronteront les Royals et les rebelles pour savoir comment les futures histoires s'écriront. Et honnêtement, c'est une bonne promesse. Je sais que ça ressemble à pas mal de dystopies YA des années 2010, mais cette prémisse a du sens dans ce contexte. On parle d'archétypes et de pitch qui existent depuis des centaines d'années et qu'on réutilise encore aujourd'hui, soit en les adaptant, soit en les reprenant tels quels dans des recueils. Ce sont des récits dont on a une idée des tenants et des aboutissants, même sans les connaître en profondeur.
et l'idée de personnages qui ont conscience de faire partie d'une histoire dont les enjeux sont déjà écrits, mais qui se battent tout de même pour faire valoir leur libre arbitre, a beaucoup de potentiel. C'est ni la première, ni la dernière, ni la meilleure façon dont on a pu exploiter cette idée, surtout dans un univers de contes, mais ça peut donner quelque chose de très intéressant selon notre méthode et notre objectif. Vendre des poupées mannequins avec leurs accessoires aux filles de 9 à 13 ans via une série animée à la production gérée par-dessus la jambe parce que ça va se vendre tout seul à un public conditionné pour revoir ses exigences à la baisse? Après, j'ai pas dit que toutes les méthodes et tous les objectifs se valaient. On n'est pas au niveau Lego Elves qui diminue le framerate par économie de bout de chandelle, mais c'est vraiment de l'animation flash typique des années 2010. J'ai même l'impression qu'elles exagèrent les mouvements secondaires pour compenser. Ce qui n'aide pas non plus quand on a des designs aussi surchargés, surtout dans les motifs. Même si je comprends que c'est pour mieux ressembler aux poupées. C'est comme pour les silhouettes et les visages qui se ressemblent. Mais il doit y avoir un juste milieu entre My Little Pony et la Rose Écarlate. Oui, ça existe. Non, j'arrive pas à croire qu'un truc aussi visuellement foireux a été validé, et non, je n'en parlerai pas tout de suite. Je tiens au peu de santé mentale qu'il me reste. C'est pour ça que je vais me concentrer et redesigner mes 5 filles préférées de Ever After High. À nos marques. Prêt? Dessinons. Raven Queen, qu'on m'a juste appelée Raven, est la protagoniste principale de la série. Fille de la méchante reine Mira Shards, et donc techniquement sœur par alliance de Blanche-Neige, elle est en seconde année à Ever After High. Elle est d'ailleurs crainte et évitée par la majorité de ses camarades, qui la croient naturellement malveillante au début de la série. La vérité est que Raven a un caractère trop bienveillant, quoique sarcastique, pour se reconnaître dans le rôle d'une tyranne en puissance. C'est donc forte de cette conviction qu'elle devient la première élève de la série à refuser ouvertement son destin et à choisir de tracer sa propre route. Aux grandes dames d'Applewhite, dont le bonheur promis dépend de son empoisonnement par une reine malveillante, et de la majorité des adultes de son entourage qui pensent qu'elle met l'existence même du monde en péril en agissant ainsi. Dans un univers où le destin est une force aussi réelle que la gravité et où tout est écrit à l'avance, c'est une crainte plutôt légitime. Raven assume donc sa décision et la responsabilité du mouvement des rebelles qu'elle a indirectement fondé tout en essayant de vivre sa scolarité en paix. Elle a quelques objets et pouvoirs magiques hérités de sa mère qu'elle utilise autant que possible pour aider ses amis, mais elle a parfois du mal à les contrôler. Elle est jouée par Erin Fitzgerald en anglais et par Delphine Morio en français. Comment ça se passe, la princessologie? Oh, j'ai laissé tomber ce cours après un peu moins d'un quart d'heure. Je ne supportais pas de m'entraîner à sourire, ça me faisait mal aux joues. Raven est assez classique en tant que fille bien qu'on pousse dans un rôle qui ne lui convient pas. C'est tout à son honneur de ne pas céder à la tentation de faire du mal aux autres qui sont à la fois complices et victimes de ce système injuste, mais j'aimerais ajouter 2-3 détails. Déjà, on va partir du principe que je ne m'occuperai que des versions casu et jour de l'héritage pour chaque personnage. Ce sont les tenues les plus connues, et puis de toute façon, je fais ça pour m'amuser, pas pour vendre des poupées. Du coup, j'ai essayé de correspondre autant que possible au caractère des personnages. Dans le cas de Raven, j'ai aussi voulu partir sur une forme de contraste avec Applewhite. C'est pour ça que tu lui as donné des cheveux raides et raisonnablement longs? En somme, oui. J'ai voulu introduire un peu de bleu dans sa palette pour renforcer le côté froid et sombre de son rôle attitré. J'espère donc que ça ne dure pas trop. Et comme les plumes font partie intégrante de ces deux modèles, j'ai essayé d'en placer de manière éparse pour garder la thématique avec son nom. J'espère aussi que le châle autour de ses épaules retombe bien. On verra bien une fois la colorisation terminée. Je ne crois pas que je changerai beaucoup de choses dans son personnage. Elle a un arc simple mais efficace, qu'on peut tous expérimenter à un moment donné. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce nouveau look soit à la hauteur. Applewhite, ou juste Apple pour le bien de mon texte, est la deutéragoniste de Ever After High. Enfin, elle en est le second personnage le plus important, même si elle commence comme une antagoniste du point de vue de Raven, dont elle est la colocataire. En tant que future Blanche-Neige, elle fait tout pour être une princesse de conte parfaite. Elle se montre toujours de bonne humeur, fait des bonnes actions partiellement honnêtes, attire les animaux en chantant, est si belle que tous les garçons se retournent vers elle et gère la vie scolaire autant que possible. Attends, si Apple est la fille de Blanche-Neige, ça veut dire qu'elle est aussi la nièce par alliance de Raven qui a le même âge qu'elle? Mieux vaut pas s'attarder sur les détails, je suis pas sûre qu'on aimera les réponses. Sous ce vernis de perfection, elle est aussi vaniteuse à refuser de porter ses lunettes par coquetterie. Je vois pas le rapport. Et elle se montre assez insensible au début de l'histoire. En effet, elle tient à accomplir sa destinée et à obtenir sa fin heureuse.
Et pour cela, il faut que Raven accepte de devoir un jour l'empoisonner pour que son prince Daring Charming la sauve et ainsi connaître le bonheur éternel. Qu'importe si Raven finit seule et malheureuse pour cet acte. Mais pour toute sa psychorigidité en tant que représentante des Royals, Apple refuse de faire volontairement du mal aux autres. Elle a surtout peur que s'opposer au destin signifie qu'elle et ses amis n'auront aucun avenir et risquent de disparaître à jamais. C'est sûrement ce qui la rend moins antipathique que le principal Grimm, du moins au début de la série. Elle est jouée par John Kilgood en anglais, pas de blague sur son nom, vous vous ferez attaquer par Freddy Fazbear, et par Sophie Frison en français. Pas de blague sur son nom, vous ferez attaquer par Huggy Wuggy. En plus, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée. Les Royals seront heureux pour toujours et à jamais. Les rebelles, non. Apple n'est pas véritablement méchante, elle est juste une petite privilégiée qui n'a pas conscience des véritables conséquences de l'injustice du système dans lequel elle évolue. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne prémisse. Comme je voulais surtout jouer sur le contraste entre elle et Raven Queen, j'ai choisi de faire d'Apple une espèce de poupée toute de rouge vêtue. Mais j'ai aussi voulu garder un peu de blanc pour souligner son nom. Vu que je trouvais son gilet un peu bouffi, j'ai opté pour un voile semi-transparent qu'on retrouverait aussi sur son jupon. On penserait également à la couronne avec son nœud légèrement décentré. Mais si Apple est la fille de Blanche-Neige, est-ce qu'elle ne devrait pas avoir les cheveux noirs? Sûrement, mais alors ça ferait doublon avec Raven. Au pire, on n'a qu'à dire qu'elle se décolore pour cultiver son image de princesse parfaite. Pour sa tenue du jour de l'héritage, j'ai voulu lui donner un aspect robe de mariée. Après tout, c'est une part essentielle du bonheur promis par son destin. Toute ressemblance avec les portraits d'Élisabeth Ier d'Angleterre est purement fortuite. Bien évidemment, on n'oublie pas les motifs de pommes dans les endroits les plus stratégiques. Et pour couronner le tout, un petit oiseau bleu pour la royale en chef. Ne faites donc pas attention au crayonné la montrant avec un ou une de mes congénères. Madeline Maddie Hatter est la meilleure amie de Raven Queen. Elle vient du pays imaginaire dont elle est la future chapelière Toquée. Attends une minute, Alice au pays des merveilles c'est pas un conte, c'est un roman. Pinocchio aussi d'ailleurs. Et le lac des cygnes c'est un ballet. Et techniquement Robin des Bois tient plus du folklore que du conte. Du calme, tu vas faire un anévrisme. C'est pas carré leur truc, c'est quoi ce mélange hasardeux? Les gens ont simplement fait ce que font tous les autoristes en panne d'idées quand ils travaillent sur des univers de contes, piocher dans ce qui est validé par Mickey. Bref. Dans la série, le pays des merveilles a été rendu inhabitable par la reine Shards, ce qui a poussé ses habitants, à fuir vers les autres territoires et à en sceller l'accès. Leurs enfants sont donc scolarisés à Ever After High et vivent un peu dans leur coin même si elles adhèrent à la logique de l'école. Maddie, elle, vit sa scolarité en paix tout en gérant le salon de thé familial et soutient Raven dans sa quête de liberté. En dehors de cela, elle est un personnage très cartoonesque. Elle peut sortir tout un service à thé, souris comprise, de son chapeau, connaît des tas de passages secrets dans l'école, traduit le charadien en langue commune et se dispute parfois avec le narrateur et la narratrice. Ah ouais, je l'ai pas dit, mais il y a un narrateur et une narratrice dans cette série. Ils ont même une fille qui s'appelle Brooke Page et qui est représentée par le logo de la licence. Et elles se partagent l'introduction des épisodes et sont parfois en conflit. Lui soutient les Rebels, elle soutient les Royals, Brooke fait un peu ce qu'elle veut, et seuls Maddie et Kitty Cheshire peuvent interagir avec elle, parce que ce serait pas méta sans ce détail. Maddie est jouée par Cindy Robinson en anglais, pas de blague sur son nom, vous vous ferez attaquer par Bendy, et par Jennifer Barré en français. Pas de blague sur son nom, vous vous ferez attaquer par Amanda l'aventurière. Le n'importe quoi, ce n'est pas une langue exacte. C'est tellement pas exact que le nom de cette langue change selon les traductions. Contrairement à des Pinkie Pie et des Mabel Pine, la joie de vivre et l'humour de Madeline ne dissimulent pas un égoïsme pour nous forcer à apprécier le personnage. Elle est faux-folle, comme ses compatriotes, mais n'impose pas sa vision des choses aux autres. C'est bien pour ça que je l'ai castée. Au départ, je voulais lui donner des couettes pour illustrer son côté faux-folle, mais j'ai eu peur qu'on ne reconnaisse pas le personnage, alors je lui ai simplement coupé les cheveux. Faut dire que je comprends vraiment pas le délire de donner des cheveux longs à tous les personnages féminins en dépit de leur caractère ou de leurs arcs narratifs. Ben, c'est pour que les filles puissent coiffer ou peigner les poupées. Parce que c'est ce qu'on est censé faire avec. Mais qu'est-ce que tu faisais avec les tiennes? Ben, si tu comptes celles que j'ai mutilées pour intensifier le côté tragique, je rejouais des films ou séries policières que ma grand-mère regardait à la télé. Bah quoi? Ça explique tellement de trucs. Je vois pas trop, mais si tu te comprends, c'est l'essentiel. J'ai un peu peur de ne pas avoir réussi à reprendre parfaitement ces mèches. Les cheveux multicolores sont aussi un délire que j'ai du mal à comprendre, et pas que dans Ever After High. Pour ces tenues, j'ai décidé de m'inspirer partiellement de la mode anglaise du 19e siècle, surtout au niveau de ses cols.
J'ai aussi voulu jouer sur le côté non conformiste du pays des merveilles en lui donnant un petit côté non binaire. Je ne prétends pas maîtriser les codes associés à cette identité de genre, désolée si je les utilise mal, mais je pense que ce serait une bonne base pour un personnage comme Madeleine. Et bien évidemment, on n'oublie pas de lui donner de quoi prendre le thé avec ses amis. Et un joyeux anniversaire à vous tous. Rare Beauty est la fille aînée de la Belle au bois dormant, dont elle a hérité les tendances narcoleptiques, et la meilleure amie d'Applewhite. C'est une fille gentille et hyperactive qui veut tout essayer, même les choses les plus improbables. J'avoue que plonger plusieurs fois d'une fenêtre, c'est pas le genre d'expérience qui attire beaucoup de monde. En plus d'être une plutôt bonne pédagogue, elle organise la majorité des fêtes de l'école, même les plus secrètes. Elle est au départ convaincue que les élèves doivent accepter leur destinée pour que leur monde ne disparaisse pas. Mais on n'a pas trop de mal à comprendre qu'elle tente aussi de s'auto-convaincre qu'elle a raison de suivre le mouvement. Ce dont elle doute au fur et à mesure qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle va perdre quand elle s'endormira pendant un siècle. Ses repères, son royaume, sa famille, ses amis, au point qu'elle finit par renoncer à sa destinée et à rejoindre les rangs des rebelles. Mais ça ne l'empêche pas d'essayer de faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Elle est jouée par Kate Higgins en anglais et par Julie Bazex en français. Désolée pour la prononciation. J'avoue que j'adore les soirées, surtout quand elles sont interdites. Briar est un personnage aux motivations simples mais compréhensives qui apporte une nouvelle perspective à certains récits. Après tout, même dans un monde de contes où le temps semble abstrait, se réveiller 100 ans après la mort de tous tes proches reste une épreuve difficile à passer. Je suis juste pas trop fan de certains détails. Au départ, je voulais lui faire une forme en robe de fleurs comme dans sa version originale, mais je me suis dit que ça correspondait moyennement à un personnage qui voulait tout essayer au moins une fois, alors j'ai préféré lui donner un air un peu plus sportif. Mais j'ai aussi eu peur de trop m'éloigner du personnage, du coup j'ai essayé d'atteindre un compromis en gardant la découpe de la robe et en lui donnant un short. Ça t'a pas empêché de lui raccourcir les cheveux. Oui, mais des cheveux longs, même attachés, ne seraient pas pratiques quand elle fait ses activités parfois un peu dangereuses. En plus, ils auront tout le temps de pousser quand elle fera sa sieste centenaire. Mais j'ai tout de même décidé de garder les motifs de ronces et les lunettes roses qui sont un accessoire iconique de sa poupée. Pour sa tenue du jour de l'héritage, je me suis partiellement inspirée des robes de la France du XVIIIe siècle tout en essayant de lui donner un petit côté robe de chambre. J'ai aussi pas mal hésité à lui donner un oreiller pour quand elle s'endort sur place. Et j'ai peut-être trop enfoncé sa couronne derrière sa frange, mais je la garderai dans le même style que l'original. On va finir par la confondre avec la Belle et la Bête avec toutes ces roses. Non, elle c'est une future magie zoologue qui se balade en tenue d'exploratrice. Aisling Ella est une amie d'Applewhite, membre des Royals et la fille de Cendrillon. Et comme nous l'a appris Zalando, oui je suis vieille, les filles sont naturellement obsédées par les chaussures, au point qu'Aisling travaille dans un magasin pour assouvir son hyperfixation. Ouais, enfin dans ce cas-là, ça reste acceptable, c'est l'élément central dans son histoire. Ça aurait été pire si elle avait été une maniaque de la propreté qui fait les tâches ménagères par germaphobie. Je concède, surtout qu'elle fait aussi ça pour respecter les valeurs du travail inculquées par sa mère. C'est une fille plutôt douce, timide et humble, qui aime aider les autres, la ponctualité et s'occuper des animaux avec qui elle peut communiquer. Le point le plus important est sa relation avec Hunter Huntsman, le futur chasseur de Blanche-Neige et du petit chaperon rouge. Lui est un roturier destiné à être un personnage secondaire / Deus Ex Machina. Elle épousera un prince quelconque qui la sortira de la misère. Leur relation est donc impossible et doit être tenue secrète. Du moins jusqu'à ce qu'elle décide de s'afficher aux yeux de tous et d'envoyer le destin se faire voir. Elle est jouée par Laura Bailey et Karen Strassman en anglais, pas de blague sur son nom ou vous vous ferez attaquer par Charles le train arachnide, et par Laurence Steven en français, pas de blague sur son nom ou vous vous ferez attaquer par Molly Macao. On n'y est pour rien. C'est sûrement ce pivert là-haut. Méchant pivert. Je pense que l'idée originale était de faire d'Aisling une figure maternelle parmi les filles principales, avec un certain sens des responsabilités et un comportement plus humble. Et dans un sens, je trouve ça un peu dommage que la série ne soit pas allée jusqu'au bout de l'idée. Pour l'anecdote, j'ai pas mal galéré à trouver la bonne pose pour Aisling.
J'en avais une bien précise en tête, mais les bras de mon modèle cachaient trop les vêtements à mon goût. Donc j'ai essayé d'atteindre un certain compromis entre ma pose idéale et mon désir de montrer ces nouvelles robes. Le style de l'original était très marqué par des tissus semi-transparents, alors j'ai eu envie de reprendre ce détail pour sa tenue habituelle. Ça lui donne un petit côté princesse sans en faire trop, ce qui est à mon goût une bonne direction pour un personnage plus effacé. On veut dire effacé par rapport aux autres personnages, mais Ashlyn a bien entendu une présence et un arc important qui fait valoir la morale sur le choix de nos existences. Faut admettre que c'est pas le genre de truc qu'on attend dans une série faite pour vendre des poupées mannequins. Là encore, j'ai changé sa coiffure parce que je trouve que l'original part un peu trop dans tous les sens. J'ai décidé de faire quelque chose d'humble, mais élégant et suffisamment distinctif des autres filles. Pour sa tenue du jour de l'héritage, j'ai là encore misé sur un style simple mais bien fait et qui serait rehaussé par des petites touches jaune-orangé. C'est peut-être blasphématoire, mais je trouve que rendre le personnage obsédé par les chaussures parce que c'est la fille de Cendrillon, c'est un peu grossier comme caractérisation. Plus que les bijoux en forme de citrouille que tu lui ajoutes? Non, mais au moins c'est plus subtil. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas appuyer plus que ça les chaussures de ma version d'Ashlyn. Et aussi pour la distinguer des versions originales qui portent toutes des plateformes à talons aiguilles. Sérieux, comment elles font pour pas se briser les chevilles tous les 3 pas ? On n'a pas tellement parlé de réécriture dans cet épisode. Il y a des séries qui, à part leur diffusion et leur exécution en mode automatique, sont suffisamment bien écrites pour que j'ai rien à ajouter de plus, si ce n'est une nouvelle plastique. Ever After High est un bon exemple de show sorti au bon moment. On est dans le revival des contes inspirés par Once Upon a Time, My Little Pony popularise les séries girly en animation flash, et le personnage de Cupid permet de faire le lien avec Monster High. Et puis, il faut reconnaître que la prémisse est assez ambitieuse, en plus d'avoir un certain potentiel en termes de développement de personnages et de remise en question des schémas narratifs. Parce que, comme on a pu voir, les antagonistes ont des raisons plutôt compréhensives de vouloir préserver le statu quo. Ils existent dans un univers où tout est déjà écrit et qui fonctionne grâce à des archétypes éprouvés. Ils n'ont jamais rien connu d'autre et certains et certaines ont vécu des choses assez traumatisantes pour les rendre réfractaires à tout changement. Nous rappelons qu'explication n'est pas justification, quel que soit le contexte ou le sujet. Bien évidemment, en tant que gens du monde réel de la réalité véritable, on veut que les personnages puissent exercer leur libre arbitre. Mais on peut comprendre que le changement fasse peur. En dépit de l'animation qui casse pas 3 pattes à un canard tichot, du déroulement à la fois lent et chaotique de la narration et du côté commercial à peine dissimulé, la série était très chouette. Dommage qu'elle se soit faite détrôner par Descendante qui lui a piqué toute possibilité de développement après 2016. Parce que va essayer de combattre l'empire le plus iconique de l'histoire de la pop culture occidentale. C'est vrai que c'est triste, mais il faut se dire que l'histoire a pu s'arrêter avant d'aller trop loin. Merci donc à Aimé pour sa recommandation et, pour citer le Dr Seuss, ne pleurons pas parce que c'est fini, sourions parce que c'est arrivé. C'était l'épisode final de la saison 4 de Redesign, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à vous tous de suivre cette aventure avec moi, vous êtes de la dynamite. Je dois être honnête avec vous, je me lasse un peu de l'émission. J'aime toujours dessiner et parler animation, mais j'ai un peu l'impression de tourner en rond avec mon concept, et je ne sais pas trop comment le renouveler. Donc, et je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, l'année 2026-2027 sera une année sans épisode de redesign officiel. Je continuerai les vidéos et de dessiner, ce serait bête de perdre mes acquis, mais ce ne sera pas comme ce qu'on a fait jusque-là. Et puis ça nous permettra de raccrocher les wagons avec la prochaine saison de Deal Eterne. J'espère continuer à vous lire dans cet avenir incertain. Alors en attendant la reprise, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Redesign ou de Deal Eterne. Tipeee, Ozzy et moi, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gens!